L'âge d'or de Hollywood ne concernait pas seulement les films, mais aussi les stars plus grandes que nature et les maisons somptueuses qui incarnèrent leur succès. Perchées à Beverly Hills ou le long de la côte ensoleillée, ces demeures n'étaient pas simplement des maisons. Elles étaient des monuments d'une époque de glamour et d'extravagance inégalée. Ces propriétés ont servi de décor à des fêtes légendaires, des romances scandaleuses et des triomphes personnels. Mais la célébrité, aussi éphémère qu'éblouissante, ne pouvait pas protéger ces palais du passage du temps. Tout comme les stars dont les carrières brillaient autrefois, ces demeures ont également affronté leur propre coup de rideau. Aujourd'hui, nous découvrons les histoires des manoirs d'Hollywood qui ont été démolis, leur destin reflétant l'ascension et la chute de leurs célèbres propriétaires. Pickfair Mansion. Le manoir Pickfair était bien plus qu'une maison. C'était une icône culturelle de l'âge d'or d'Hollywood, souvent appelée la Maison Blanche d'Hollywood. Construit en 1919 par les légendaires stars du cinéma muet Douglas Fairbanks et Mary Pickford, le vaste domaine à Beverly Hills se dressait comme un témoignage de leur influence, pouvoir et célébrité. Conçue dans un style Renaissance Tudor, la demeure comportait 25 pièces richement décorées, dont une grande salle à manger, des pelouses étendues, des jardins soignés et un court de tennis. La maison, perchée sur une propriété de 15 acres, dégageait une aura de sophistication et d'exclusivité. Pickfair est rapidement devenu le centre social d'Hollywood, accueillant des fêtes qui étaient tout simplement légendaires. Parmi les invités fréquents se trouvèrent des sommités comme Charlie Chaplin, Greta Garbo et Albert Einstein. Même Winston Churchill, lors d'une visite, a célèbrement décrit Pickfair comme un château digne d'un roi. L'un de ces événements les plus commentés était la fête extravagante organisée par Fairbanks et Pickford pour célébrer leur retour de lune de miel en Europe. L'événement mélangeait le glamour hollywoodien avec l'élégance royale, accueillant à la fois les icônes de l'industrie cinématographique et les dignitaires internationaux. Au-delà de ces soirées, Pickfair a accueilli des moments privés importants dans l'histoire d'Hollywood. On disait que des accords de studio et des idées de films naissaient souvent entre ces murs, car Fairbanks et Pickford n'étaient pas seulement des acteurs, mais aussi des producteurs influents qui ont façonné l'industrie cinématographique naissante. Pickfair était également un refuge pour le couple, où ils échappaient au chaos de Hollywood, profitant de leur histoire d'amour idyllique, du moins pour un temps. Le conte de fées a commencé à se défaire au milieu des années 1930, lorsque le mariage du couple en or de Hollywood s'est terminé par un divorce. Mary Pickford a conservé le manoir, mais a vécu une vie plus tranquille, se retirant des feux de la rampe et de l'œil du public. Au fil des décennies, alors que le glamour de l'âge d'or s'estompait, Pickfair est resté un symbole chéri du passé d'Hollywood. Cependant, le destin du manoir prit un tournant controversé dans les années 1980, lorsque la chanteuse Pia Zadora l'acheta. Sa décision de démolir Pickfair en 1990 provoqua une onde de choc à Hollywood, suscitant des débats sur la préservation des sites historiques. Zadora a affirmé que la maison était irréparable, tandis que d'autres l'ont accusé de détruire un morceau de patrimoine culturel pour construire une structure moderne à sa place. Bien que le manoir original ait disparu, son héritage perdure. Pickfair reste un symbole de la grandeur et de l'opulence de l'époque, reflétant les vies extraordinaires de ses propriétaires et la magie des années dorées d'Hollywood. Les histoires et légendes associées au domaine continuent de captiver, assurant que son esprit perdure dans les récits de Tinseltown. Le manoir de Beverly Hills de Harold Lloyd. Harold Lloyd, l'un des génies comiques de l'ère du cinéma muet, a construit son domaine, Green Acres, en 1928, comme un témoignage de son succès. S'étendant sur 44 pièces sur une propriété de 15 acres, ce manoir de Beverly Hills était une merveille de son temps, avec un parcours de golf de 9 trous, un cours d'eau artificiel de 900 pieds et des jardins méticuleusement aménagés. Lloyd, souvent appelé le roi de la comédie casse-cou, organisait des fêtes grandioses qui faisaient l'envie de l'élite d'Hollywood. Des soirées somptueuses à thème costumé aux galas de charité fréquentés par des sommités comme Clark Gable et Carole Lombard, Green Acres était un centre de sophistication de l'ancienne Hollywood. Le domaine de Lloyd est également devenu le décor de certains de ses propres films, ajoutant une dimension cinématographique à son héritage. Malgré sa grandeur, le domaine était plus qu'un lieu de fête. C'était une maison familiale où Lloyd a élevé ses enfants et s'est adonné à sa passion pour le jardinage et l'innovation. Son épouse, Mildred Davis, collaborait souvent avec des designers pour maintenir la propriété à la pointe de la mode. Après le décès de Lloyd en 1971, le sort du domaine a pris une tournure défavorable. Des portions du terrain ont été vendues pour le développement et dans les années 1980, le manoir autrefois grandiose était devenu l'ombre de lui-même.
Le coup de grâce est venu lorsque la propriété restante a été divisée et une grande partie de l'architecture originale a été démolie pour faire place à des maisons de luxe. Aujourd'hui, seuls des fragments du domaine original subsistent, un rappel poignant de l'héritage de Lloyd. Le domaine Norma Talmadge. Norma Talmadge, l'une des stars les plus glamoureuses et réussies de l'ère du cinéma muet, a construit son domaine de Beverly Hills au début des années 1920, à l'apogée du faste et du glamour de l'ère du jazz. Conçu dans un style espagnol exquis, le manoir est devenu un symbole de l'opulence d'Hollywood et un reflet de la personnalité grandiose de Talmadge. Son architecture comportait des cours ornés avec des jardins luxuriants, des fontaines jaillissantes et une magnifique grande salle de bal qui est devenue le cœur du domaine. La maison était un cadre idéal pour organiser des fêtes somptueuses, que Talmadge utilisait souvent pour réunir les noms les plus influents de l'industrie cinématographique. Le domaine est rapidement devenu l'une des destinations les plus prisées de la scène sociale hollywoodienne. Les soirées de Talmadge, complètes avec orchestre live, repas gastronomiques et décors élégants, attiraient des célébrités telles que Rudolph Valentino, Gloria Swanson et Cecil B. DeMille. Le domaine vibrait de l'énergie de l'âge du jazz, avec musique, rires et parfums de fleurs fraîches remplissant ses grandes salles. L'un des événements les plus célèbres de la propriété a été le mariage de la sœur de Talmadge, Constance, avec le financier Al Schwab, une affaire qui a captivé l'attention d'Hollywood et de la société. La demeure n'était pas seulement une résidence, mais aussi un symbole du règne de Talmadge en tant que l'une des reines d'Hollywood. Elle reflétait son charme, son charisme et son goût impeccable, mélangeant l'élégance du vieux monde avec le luxe moderne des années 1920. Cependant, alors qu'Hollywood entrait dans l'ère du cinéma parlant, la carrière de Talmadge commença à décliner. L'actrice se retira de l'écran et avec son absence, le domaine perdit lentement son esprit vibrant. Dans les années 1950, la maison changea de main plusieurs fois, avec des propriétaires successifs luttant pour préserver sa grandeur. Les goûts changeants du milieu du XXe siècle, associés à l'essor de l'architecture moderne, ont laissé le manoir démodé et négligé. Dans les années 1960, le domaine autrefois célèbre a été démoli pour laisser place à des lotissements contemporains, effaçant ainsi un morceau de l'âge d'or de Hollywood. Bien que le manoir n'existe plus, son héritage perdure comme un symbole de l'extravagance et de la créativité du Hollywood des débuts. Les récits de ces fêtes légendaires et des célébrités qui ont parcouru ces couloirs continuent de captiver, préservant la mémoire de Norma Talmadge et de son éblouissante retraite de l'ère du jazz. Le domaine d'Errol Flynn. Le manoir d'Errol Flynn dans les Hollywood Hills n'était pas juste une maison, c'était un terrain de jeu pour la personnalité hors du commun de cette star intrépide. Construit dans les années 1930, le domaine, souvent appelé Mulholland Farm, reflétait l'amour de Flynn pour l'aventure, le luxe et les soirées. Perché sur une vaste colline, le manoir présentait un design rustique mais somptueux, avec des pièces spacieuses, des vues imprenables sur Los Angeles, et des commodités qui rivaliseraient avec n'importe quel plateau de studio. Les fêtes de Flynn étaient légendaires, attirant parmi les plus grands noms d'Hollywood. Connu pour son charme et sa personnalité de voyou, Flynn divertissait des célébrités comme Clark Gable, Ava Gardner et Humphrey Bogart. Ces soirées comprenaient souvent de la musique live, de la danse et, selon la rumeur, des escapades rivalisant avec ses rôles de film en audace et en drame. Mulholland Farm se vantait également d'une piscine privée, d'écuries et de passages secrets, ajoutant une couche de mystique à sa réputation. Cependant, alors que la popularité de Flynn commençait à décliner dans les années 1940, sa stabilité financière en fit de même. Dans les années 1950, Flynn fut contraint de vendre le domaine. Les propriétaires ultérieurs comprenaient une série de promoteurs et d'acheteurs privés, mais aucun n'a réussi à restaurer le manoir à son ancienne gloire. Dans les années 1980, la propriété était tombée en ruine, et une grande partie de sa structure originale était irréparable. Le domaine a finalement été démoli et remplacé par un manoir moderne. Aujourd'hui, seule la légende des nuits sauvages de Flynn et de son style de vie opulent garde le souvenir de Mulholland Farm vivant. La maison de Jean Harlow à Beverly Hills. La maison de Jean Harlow à Beverly Hills était plus qu'une résidence. C'était un sanctuaire de la gloire et de la tragédie de l'une des stars les plus emblématiques d'Hollywood. Construite dans les années 1930, la maison était un exemple classique de l'architecture géorgienne, alliant une élégance discrète à la décadence attendue d'une star de l'âge d'or. Harlow a emménagé dans le manoir au sommet de sa carrière, où elle divertissait des costars, des réalisateurs et l'élite d'Hollywood.
La maison a également été le témoin de la romance tourbillonnante de Harlow avec un dirigeant de MGM, de Paul Bern. Leur mariage en 1932 était un événement majeur à Hollywood, consolidant le statut de Harlow en tant que blonde fatale, capable de captiver à la fois le public et le cœur des hommes puissants. Cependant, l'image de conte de fées de leur vie ensemble s'est brisée quelques mois plus tard, lorsque Bern est tragiquement décédé dans des circonstances mystérieuses au manoir. Le scandale qui a suivi a jeté une ombre sur la maison que beaucoup croyaient hantée par la tragédie. Harlow a continué à y vivre jusqu'à sa propre mort prématurée en 1937 à l'âge de 26 ans. Après sa disparition, la maison est devenue le symbole de l'envers du décor de l'âge d'or, où la gloire et la fortune ne pouvaient pas protéger les stars du chagrin et de la perte. Au fil des décennies, la maison est tombée dans la négligence, son passé légendaire éclipsé par la modernité. Vers le milieu du XXe siècle, la maison a été démolie pour faire place à de nouveaux aménagements, ne laissant derrière elle que des murmures du glamour et de la tragédie qu'elle avait autrefois. Le domaine Greta Garbo. Le refuge de Greta Garbo à Beverly Hills était une parfaite réflexion de son personnage énigmatique. Construite dans les années 1930, la maison était élégante mais non ostentatoire, mélangeant l'architecture méditerranéenne avec la sophistication discrète pour laquelle Garbo était connue. L'actrice recluse, qui a déclaré avec femme qu'elle voulait être laissée tranquille, utilisait la propriété comme un sanctuaire loin des regards indiscrets de la presse et de son public admiratif. La maison est devenue un lieu de rassemblement pour un cercle exclusif des amis les plus proches de Garbo, y compris des écrivains, des réalisateurs et d'autres stars. Contrairement aux grandes fêtes de ses contemporains, les rassemblements dans la propriété de Garbo étaient intimes et discrets, souvent centrés sur des conversations intellectuelles et des projections privées de films. On disait que son jardin, rempli de plantes exotiques et de fontaines, offrait un cadre paisible pour ses promenades méditatives et ses moments de réflexion. Alors que Garbo s'est retirée d'Hollywood au début des années 40, elle a vendu la maison et s'est retirée davantage dans l'anonymat. Le domaine a changé de main plusieurs fois au fil des années, de nombreux propriétaires peinant à conserver son charme original. Vers la fin du XXe siècle, la propriété a été jugée démodée, et les promoteurs ont choisi de la démolir pour construire des maisons de luxe modernes. Bien que le domaine de Garbo n'existe plus, sa mémoire perdure comme un symbole de la place unique de la star recluse dans l'histoire d'Hollywood, à l'écart des projecteurs, mais jamais oublié. Le Bella Vista de John Barrymore. Le domaine Bella Vista de John Barrymore, perché dans les collines de Beverly Hills, était une résidence appropriée pour le grand profil de l'âge d'or d'Hollywood. Construit dans les années 1920, le manoir de style méditerranéen était aussi dramatique et opulent que l'acteur lui-même, avec des intérieurs ornés, un escalier majestueux et un jardin luxuriant qui rivalisait avec n'importe quel château européen. Barrymore, connu pour sa brillance théâtrale et son style de vie flamboyant, organisait des fêtes extravagantes qui faisaient parler tout Tinseltown. La propriété était le lieu de rassemblement parmi les plus infâmes d'Hollywood, où des stars comme W.C. Field, Errol Flynn et Greta Garbo côtoyaient des figures littéraires et des mondains. La passion de Barrymore pour le drame s'étendait à ses soirées, qui comportaient souvent des performances improvisées, des festins somptueux et du champagne sans fin. Bella Vista était aussi un havre créatif pour Barrymore, qui utilisait son environnement paisible pour se préparer à ses rôles emblématiques sur scène et à l'écran. Cependant, les fortunes de Barrymore ont décliné dans les années 1930 en raison de problèmes personnels et financiers. Incapable de maintenir la propriété, il l'a vendue, marquant le début du lent déclin du domaine. Au cours des décennies suivantes, Bella Vista a changé de propriétaire plusieurs fois, chacun luttant pour préserver sa grandeur. Dans les années 1960, le manoir s'était détérioré, et les promoteurs ont décidé de le démolir pour faire place à de nouvelles constructions. Aujourd'hui, le Bella Vista de Barrymore n'existe plus que dans les photographies et les souvenirs de ceux qui ont assisté à ces rassemblements légendaires, une relique de l'ère la plus théâtrale d'Hollywood. Maison William O. Jenkins. Nichée dans l'étendue ensoleillée de Los Angeles, la William O. Jenkins House, située au 641 South Irving Boulevard, se dressait autrefois comme un emblème frappant de l'âge d'or d'Hollywood. Construite entre 1919 et 1924, cette demeure de style méditerranéen a capté l'opulence et l'ambition de l'époque, devenant aussi emblématique que les étoiles sur le Walk of Fame. Sa grandeur n'était pas seulement une démonstration de richesse, mais une célébration du glamour et de l'influence qui définissait le début d'Hollywood. Le manoir était l'idée de William O. Jenkins, un homme d'affaires éminent qui a amassé sa fortune grâce à des plantations de sucre au Mexique.
Réfléchissant à son succès, Jenkins a conçu la maison avec une touche méditerranéenne, incorporant création de murs renforcés en acier, de fondations en béton et d'intérieurs revêtus de briques. Ces méthodes de construction modernes ont assuré la résistance de la maison en faisant une merveille architecturale de son temps. Cependant, malgré sa splendeur, le séjour de la famille Jenkins fut de courte durée. Après seulement 1 an, ils sont retournés au Mexique, laissant derrière eux une maison qui allait avoir un héritage bien plus grand. En 1936, la maison inaugura un nouveau chapitre lorsqu'elle fut achetée par le magnate du pétrole G. Paul Getty. Bien que Getty n'y ait jamais résidé, la maison est devenue un cadeau d'adieu inhabituel pour son ex-femme, la transformant en une résidence avec sa propre histoire. Au fil des ans, le manoir est passé d'une maison privée à un site culturel, atteignant l'immortalité cinématographique comme demeure mystérieuse et majestueuse de Norma Desmond dans Sunset Boulevard. Les éloges critiques du film et son héritage durable ont solidifié la place de la maison dans l'histoire d'Hollywood, avec sa façade dramatique devenant une icône du grand écran. Malheureusement, le progrès n'épargne aucune légende. En 1957, la maison Jenkins a été démolie pour faire place à un immeuble de bureaux, symbolisant l'élan incessant de la ville vers la modernisation. Pourtant, son esprit reste vivant, immortalisé dans l'un des films les plus célèbres d'Hollywood. La maison William O. Jenkins sert de rappel poignant d'une époque où l'architecture et le cinéma s'entremêlaient pour créer des symboles durables du glamour et du drame de Tinseltown. Falcon Lair. Pendant la vibrante ère du jazz, lorsque les films muets d'Hollywood captivaient des publics du monde entier, peu de stars brillaient aussi intensément que Rudolph Valentino. Connu pour ses rôles dans Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse et Le Chick, Valentino était l'incarnation du charme et du magnétisme des années 1920. Pour célébrer son succès, il a acheté Falcon Lair, un superbe manoir de style mauresque à Beverly Hills, pour 175 000 $, une somme ahurissante à l'époque. Falcon Lair n'était pas seulement une maison, c'était un témoignage de la célébrité de Valentino. Perchée haute au-dessus de Benedict Canyon, la propriété était un refuge isolé où l'acteur pouvait échapper aux pressions de la célébrité. À l'intérieur, elle était remplie de meubles élégants, d'œuvres d'art inestimables et d'antiquités uniques. Les jardins à l'extérieur étaient tout aussi époustouflants, avec des rangées de cyprès italiens bordant des sentiers luxuriants et un jardin orné rappelant l'Italie d'autrefois. Valentino a même construit des écuries sur mesure pour abriter ses 4 chevaux arabes, ajoutant à la grandeur de la propriété. Le manoir était également destiné à être un refuge romantique pour Valentino et sa femme, Natasha Rambova. Malheureusement, leur mariage s'effondra rapidement et la joie de Falcon Lair fut de courte durée. Juste quelques mois plus tard, en 1926, Valentino est tragiquement décédé à l'âge de 31 ans, laissant le manoir comme un symbole doux amer de sa vie courte mais brillante. Après sa mort, Falcon Lair est devenu un refuge pour d'autres personnages notables. L'héritière du tabac Doris Duke et l'actrice Gloria Swanson ont fait partie de ses nombreux résidents, ajoutant chacune leur propre histoire à l'héritage de la demeure. Cependant, au fil des décennies, le domaine est tombé en ruine. Au début des années 2000, la plupart de la structure originale avait été démolie, ne laissant que des fragments, des portails, une clôture et un garage comme écho de son passé. Bien que le manoir physique ait presque disparu, le souvenir de Falcon Lair perdure. Il reste un puissant rappel du glamour de Valentino, de la romance et de l'âge d'or d'Hollywood qu'il a contribué à définir. Le Jardin d'Allah. En 1913, un domaine discret a été construit par le promoteur William H. A., mais sa véritable transformation est survenue lorsqu'il a attiré l'attention de la star de Broadway Alla Nazimova. Avec son flair pour le drame et la créativité, Nazimova a réimaginé la propriété comme quelque chose de bien plus qu'une maison. Elle l'a baptisé le Jardin d'Allah, inspiré à la fois par son nom et un roman populaire de Robert Smith, Hickens. Cette résidence, située au cœur d'Hollywood, était destinée à devenir un lieu légendaire. Au milieu des années 1920, alors que les années folles atteignaient leur apogée, Nazimova a fait face à des difficultés financières. Pleine de ressources, elle a transformé sa retraite privée en une entreprise prospère. En 1927, le Garden of Allah renaît en tant qu'hôtel luxueux, avec 30 charmantes villas entourant le manoir original. La maison principale devient le centre de la propriété, avec un restaurant et un bar animé qui accueillent les plus grandes stars d'Hollywood.
Ce qui avait commencé comme une nécessité financière s'est rapidement transformé en un centre culturel, attirant acteurs, écrivains et rêveurs. L'hôtel est rapidement devenu l'endroit incontournable pour l'élite d'Hollywood. Des invités comme Humphrey Bogart, Trugard, Ginger Rogers, Ronald Reagan et Marlène Dietrich se sont rendus dans ces bungalows confortables. Même F. Scott Fitzgerald, le célèbre auteur du Grand Gatsby, a trouvé l'inspiration sous l'ombre de ces palmiers. La piscine infâme, en forme de lagon noir, est devenue un symbole du charme excentrique et du style de vie décadent de l'hôtel. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Dans les années 1950, le Garden of Allah était tombé en ruine. Des années de changement de propriétaires et de négligence l'ont laissé à l'état d'ombre de lui-même. En 1959, les rideaux ont tiré sur cette icône d'Hollywood lorsque la propriété a été démolie pour faire place à un aménagement moderne. Une dernière fête d'adieu a eu lieu, où les invités se sont déguisés pour célébrer une dernière fois son âge d'or. Bien que le Garden of Allah ne se dresse plus, son héritage demeure vif dans la mémoire d'Hollywood. C'était plus qu'un simple hôtel. C'était un sanctuaire pour la créativité, l'indulgence et l'esprit libre d'une époque qui ne sera jamais oubliée. La villa italienne de Buster Keaton. Au cœur de Beverly Hills, connu pour ses maisons luxueuses et ses résidences célèbres, Buster Keaton a construit une maison qui reflétait son génie et son imagination. À une courte distance du Beverly Hills Hotel, la villa de style italien de Keaton, construite en 1924, était un chef-d'œuvre de l'architecture de la Renaissance méditerranéenne. Conçue par Jean Verge, la villa capturait le charme et l'élégance de l'Italie avec ses lignes asymétriques, une tour saisissante et des éléments rustiques rappelant la campagne, le tout infusé d'une touche californienne. S'étendant sur plus de 10 000 pieds carrés, il est devenu l'une des maisons les plus emblématiques de l'âge d'or d'Hollywood. Le domaine n'était pas simplement une résidence, c'était un centre pour l'élite hollywoodienne. Keaton, célèbre pour ses comédies de films muets, a transformé la villa en terrain de jeu pour stars. Il organisait de grandes fêtes où des invités tels que Charlie Chaplin, Rudolph Valentino, Mary Pickford et Douglas Fairbanks se rassemblaient pour profiter des somptueuses commodités du domaine. La piscine de style roman servait de point central à ces événements, tandis que le court de tennis résonnait des rires de la royauté hollywoodienne. La propriété comportait également des touches uniques, comme une volière et des chenils, reflétant la personnalité ludique et non conventionnelle de Keaton. Cependant, la grandeur de la villa n'a pas duré. Les années 1930 ont apporté des difficultés financières pour Keaton, alors que sa carrière déclinait, le forçant à vendre la propriété. Au fil des ans, la villa est tombée en ruine, une ombre de sa splendeur passée. À la moitié du XXe siècle, les promoteurs ont jugé le terrain plus précieux que la maison, ce qui a conduit à sa démolition pour faire place à des bâtiments modernes. Bien que la villa ait disparu, sa mémoire perdure comme un symbole du génie de Keaton et du glamour de l'ancien Hollywood. Elle reste un élément durable de l'histoire, capturant le charme et l'extravagance d'une époque révolue. Marion Davies Beachfront Estate. Surplombant les eaux ensoleillées de Santa Monica, le domaine en bord de mer de Marion Davies était l'une des maisons les plus extravagantes de l'âge d'or d'Hollywood. Construit dans les années 1920 par la célèbre architecte Julia Morgan, le domaine reflétait la richesse et le glamour de son époque. Marion Davies, une star du cinéma muet aimée pour son charme et son esprit, a conçu la maison comme un parfait mélange de luxe et d'hospitalité, en faisant un lieu de rassemblement privilégié pour la royauté d'Hollywood. S'étendant sur 5 acres de terrain en bord de mer, le domaine comptait plus de 100 pièces, dont des espaces de vie somptueux, des chambres pour invités, et une salle de bal ornée de marbre brillant. Les jardins n'étaient pas moins impressionnants, avec des jardins paysagers méticuleusement entretenus, un court de tennis, et une piscine si grande qu'elle rivalisait avec celle des stations de luxe. On disait que la piscine était l'une des plus grandes du sud de la Californie à l'époque, et souvent servait de décor aux fêtes légendaires de Davy. Ces soirées réunissaient les plus grandes stars de l'époque, y compris Clark Gable, Greta Garbo, John Harlow, et même des personnalités politiques, qui appréciaient des soirées remplies de musique, de danse et de rire. Ces rassemblements sont devenus l'incarnation de l'indulgence hollywoodienne, conférant à son domaine la réputation d'épicentre du glamour. Malgré sa grandeur, le domaine ne pouvait échapper aux changements inévitables du temps. Alors que l'industrie cinématographique passait à l'ère de la télévision et que l'extravagance s'estompait, le manoir a décliné. Dans les années 1960,
Le domaine autrefois vibrant était devenu l'ombre de lui-même, sa gloire ternie par la négligence et les goûts changeants. Les efforts pour préserver la propriété n'ont pas abouti, et le domaine emblématique a été démoli dans les années 1990, effaçant un morceau de l'histoire d'Hollywood. Cependant, le site n'a pas été oublié. En 2009, le Annenberg Community Beach House a été construit sur la propriété, mariant une architecture moderne avec des éléments rendant hommage à l'héritage de Davis. Aujourd'hui, il sert d'espace communautaire, permettant aux visiteurs de se connecter avec l'esprit du domaine et l'histoire vibrante qu'il représente. Bien que la maison de Marion Davis ne soit plus debout, son héritage perdure comme un brillant exemple de l'opulence et de l'excitation qui ont défini une époque révolue. Le manoir de Marion Davies et William Randolph Hearst à Beverly Hills. La Beverly House, située à Beverly Hills, était l'une des propriétés les plus extravagantes du vieux Hollywood, célèbrement appartenue au magnate des médias, William Randolph Hearst, et à sa partenaire de longue date, l'actrice Marion Davies. Construit dans les années 1920, ce manoir tentaculaire de style espagnol comptait 18 chambres, 25 salles de bain, un cinéma privé, des cours de tennis, une bibliothèque à 2 étages et même une boîte de nuit. Elle s'étendait sur 3,5 acres de terrain précieux à Beverly Hills, servant de phare du luxe de l'âge d'or d'Hollywood. Le domaine n'était pas seulement une maison, mais un centre culturel pour l'élite. Hearst et Davies étaient renommés pour organiser des fêtes somptueuses, attirant à la fois des stars d'Hollywood et des icônes politiques. Ces rassemblements étaient l'incarnation de la sophistication, avec des célébrités de premier plan comme Charlie Chaplin, Greta Garbo et Clark Gable, côtoyant des politiciens influents. Le domaine a également acquis une certaine notoriété lorsqu'il a accueilli John F. Kennedy et Jacqueline Kennedy pendant leur lune de miel en 1953. Le statut emblématique de la maison n'a fait que croître lorsqu'elle a été présentée dans des films légendaires tels que Le Parrain, où sa grande salle à manger a servi de décor pour l'une des scènes les plus célèbres du cinéma. Malgré son riche passé, le sort du manoir est devenu incertain dans les dernières décennies du XXe siècle. Après être passé entre plusieurs propriétaires, des différends financiers et des propositions de réaménagement ont menacé l'avenir du domaine. Bien que techniquement pas entièrement démoli, des rénovations et des modifications significatives au XXIe siècle ont dépouillé le manoir de beaucoup de son charme original. Les transformations ont effectivement effacé l'ambiance historique qui caractérisait autrefois ce monument emblématique d'Hollywood. Aujourd'hui, bien que la structure existe encore, sa forme actuelle est loin de la somptueuse propriété qui représentait autrefois le summum de la sophistication hollywoodienne. Son héritage reste cependant étroitement lié au mode de vie extravagant et aux figures influentes de l'âge d'or de Tinseltown, le manoir Thomas Ince, Casa del Mar. Thomas Ince, un cinéaste pionnier souvent appelé le père du western, a construit l'une des plus magnifiques maisons des débuts d'Hollywood, la Casa del Mar. Située dans les Pacific Palisades et construit dans les années 1920, ce domaine de style colonial espagnol incarnait le luxe de l'époque. Avec sa vue imprenable sur l'océan Pacifique, ses vastes jardins et ses intérieurs luxueux, c'était un symbole du succès remarquable d'Ince dans la formation d'Hollywood à ses débuts. Casa del Mar est devenu un lieu prisé par l'élite hollywoodienne. La réputation de Ince en tant qu'hôte généreux et accueillant attirait des stars telles que Charlie Chaplin, Rudolph Valentino et Gloria Swanson dans son domaine. La demeure servait souvent de cadre pour des soirées exclusives où les plus grands noms de l'industrie cinématographique se rassemblaient pour socialiser et discuter de futurs projets. Sa situation isolée, alliée à sa grandeur, en faisait une oasis pour les stars cherchant à fuir les regards indiscrets du public. Cependant, la demeure devint également entourée de mystères et de scandales. En 1924, Ince est mort dans des circonstances suspectes à bord du yacht de William Randolph Hearst lors d'une fête en présence de personnalités comme Hearst et Marion Davies. La cause exacte de sa mort reste floue, avec des rumeurs tournant autour de champagne empoisonné et d'un possible triangle amoureux impliquant Hearst. Cet incident sombre a ajouté une aura d'intrigue au domaine, le liant à jamais à l'un des premiers mystères non résolus d'Hollywood. Suite à la mort d'Ince, le manoir a changé de propriétaire plusieurs fois, mais il a fini par être négligé au fil des années. À la moitié du XXe siècle, Casa del Mar n'était plus considérée comme une résidence de choix, et son emplacement était propice à un réaménagement. Le manoir a finalement été démoli pour faire place à des développements immobiliers modernes, effaçant ainsi encore un morceau du passé légendaire d'Hollywood.
Bien que Casa del Mar ne soit plus debout, son héritage perdure à travers les récits de ses fêtes glamour et la vie énigmatique de Thomas Sands. Il reste un rappel de la nature éphémère des années dorées d'Hollywood, où la grandeur et le mystère allaient souvent de pair. L'âge d'or de Hollywood peut avoir disparu, mais son esprit vit à travers les histoires de ses vedettes et les maisons qu'elles ont laissées derrière elles. Ces demeures, autrefois l'incarnation du luxe et du succès, étaient bien plus que de simples lieux de vie. Elles étaient des symboles d'ambition, de créativité et de la quête du rêve américain. Des grandes réceptions à Pickfair Mansion au mystère de Casa del Mar, chaque domaine avait une histoire unique, reflétant les hauts et les bas des stars qui ont fréquenté leurs salles. Bien que le boulet de démolition ait effacé bon nombre de ces monuments, leurs héritages restent profondément enracinés dans le folklore d'Hollywood. Ils nous rappellent une époque où le glamour régnait et chaque recoin de Beverly Hills et des collines d'Hollywood semblait scintiller avec la magie du grand écran. Ces maisons, aujourd'hui disparues, continuent d'inspirer fascination, représentant la nature éphémère de la célébrité et l'attrait durable du vieux Hollywood. Alors que le rideau tombe sur ces chefs-d'œuvre architecturaux, nous nous en souvenons non pour leur disparition, mais pour l'éclat qu'ils ont autrefois tenu. Les histoires de ces demeures et de leurs propriétaires sont intemporelles, vivant dans les films, les livres et l'imagination de ceux qui rêvent encore de l'âge d'or. Le passé d'Hollywood peut être hors de vue, mais il ne sera jamais oublié.